Donc, à présent, pour analyser donc un filtre d'ordre 2, on peut utiliser la méthode dite de Broida. Donc, on a vu que c'est un filtre d'ordre 2 puisque la pente à l'origine ici est nulle. Donc, Broida, c'est un mathématicien qui a trouvé une méthode simplifiée de stretch. Donc, stretch, c'est un autre mathématicien qui lui a trouvé comment identifier un système d'ordre n avec simplement une réponse impulsionnelle. Une réponse indicielle, pardon. Donc ici, on va refaire la même chose, on a une réponse indicielle. Et on sait que le filtre, c'est, on a dit, un équivalent, donc un ordre 2. Donc cet ordre 2, en fait, tout simplement, on va le retrouver de la manière suivante en disant que c'est un système avec un premier ordre dominant, donc comme on peut le voir ici, donc une charge de type exponentielle, ça nous dit tout de suite premier ordre. Et puis on voit qu'il y a une pente à l'origine qui est nulle, donc on se dit qu'il y a un retard pur. Et c'est ce qu'a dit donc Broida. Et Broida propose donc le modèle est le suivant. La fonction de transfert qu'on va trouver sera ça, à partir de cet essai à l'échelon. Le signal d'entrée donc varie de 0 jusqu'à une valeur delta E, donc échelon de hauteur delta E. Et on va observer donc le signal de sortie. Et là on reconstate donc que j'ai une transcription de l'erreur d'avant, j'ai pas fait attention. Donc j'ai bien le gain statique qui vaut toujours delta S sur delta E et pas l'inverse. Parce que c'était une copie d'avant. Simplement, donc, hop, on y va. Donc on obtient donc ce qu'on appelle donc le gain statique. Donc le gain statique, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un gain statique? Tout simplement, c'est la tension d'entrée devient une constante, voilà, qui vaut ça. Et donc elle a bougé de cette valeur-là. On voit que la sortie aura bougé de cette valeur-là de manière constante. Constante, ça veut dire fréquence nulle, donc statique, d'où le nom de gain statique. Ça permet de se rappeler un peu aussi où mesurer la valeur donc du gain statique. Ça se mesure lorsque les signaux de sortie sont constants. Et on a donc deux constants de temps. Une constante de temps grand T, qui s'appelle le retard pur, et une constante de temps tau, qui est égale à 1 sur oméga 0, donc qui s'appelle la constante de temps dominante du système. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle la constante de temps dominante du système? Parce que vous vous rendez compte que T, là, c'est un petit retard pur. Et puis la constante de temps tau, c'est une constante qui est très grande, et donc elle domine les autres puisqu'elle est plus grande. Tout simplement. Donc pour obtenir ces deux grandeurs-là, grand T, donc retard pur, et tau, la constante de temps, on va utiliser la méthode de Broida qui a montré que en observant le temps que prend le signal pour atteindre 28% de la variation. Donc je vais regarder, la sortie a bougé de 28% de delta S, donc de la valeur finale qui est de 100% ici, j'ai bougé 28%, il m'aura fallu un temps T1. Ce temps T1 est compté à partir du moment où le signal d'entrée a évolué de 0 à delta E. Donc j'ai ce temps T1 ici, puis je fais la variation à 40% et j'obtiens le temps T2. Et pour obtenir donc la valeur de taux, il suffit de faire 5,5 multiplié par T2 moins T1. Vous obtenez une certaine valeur, ça le fait bien. Et pour obtenir la valeur du retard pur, il suffit de faire 2,8 T1 moins 1,8 T2. Et alors là, ça se complique. Pourquoi? Parce que cet écart va être relativement faible, puisque c'est un temps qui est très court. Donc si vous avez une imprécision sur l'une des deux mesures ici, vous allez vous retrouver avec un retard pur, par exemple, qui va être négatif. Mais ça, c'est pas possible. Ou un retard pur qui est nul. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a un premier ordre. C'est un premier ordre, puisque c'est votre retard pur est nul ici. Grand T égale à 0, donc exponentielle de 0, ça fait 1. On a affaire à un passe-bas premier ordre. Tout simplement. Donc en temps normal, pour un passe-bas premier ordre, on devrait trouver que grand T, ça vaut tout le temps 0. Et si c'est un ordre 2, on ne trouvera pas 0. Donc ce que je vous propose, c'est de faire la suite. Donc on va essayer de faire l'identification maintenant. Donc on a ces deux grandeurs, T1 et T2. On arrive à la valeur de tau et de grand T. Et on peut donc, grâce à une petite méthode mathématique, donc on a notre fonction de transfert, on peut écrire que exponentielle de moins pt, donc qui est la partie retard, elle va pouvoir s'écrire encore comme étant égale à 1 sur exponentielle de pt. Et 1 sur exponentielle de pt, si t est petit par rapport à la grandeur tau, à ce moment-là, p fois t va être un terme qui va être très petit. Et si vous regardez la pente de exponentielle de x lorsque x est proche de 0, vous vous rendez compte que sa pente vaut 1. Parce que exponentielle de 0, ça fait 1.
Et la pente, elle vaut 1 aussi, puisque la dérivée de exponentielle de x, c'est x' exponentielle de x, donc exponentielle de x. Et si x vaut 0, bah, ça fait bien 1. Ce qui veut dire que exponentielle de x, ça peut s'écrire comme étant égal à 1 plus x, juste autour de x égale à 0. Et c'est ce qu'on fait ici. On dit que bah, t est petit, donc pt, comme p, c'est des fréquences qui vont être proches, qui vont être très faibles parce que taux est très grand. Donc à ce moment-là, donc les fréquences en fait auxquelles on va s'intéresser, où le système va réagir, ce seront pour les fréquences qui seront faibles. À ce moment-là, avec un temps grand T qui est faible, bah, ça fait un ensemble qui est faible. Donc l'exponentielle de quelque chose qui est faible, c'est 1 plus ce qui est faible, donc à savoir 1 sur 1 plus t fois p, tout simplement. Alors ça, je vous conseille de l'écrire, ça s'appelle un développement limité de l'exponentielle de moins pt autour de 0. Et donc on peut montrer donc, notre fonction de transfert d'ordre 1 avec un retard pur qu'on a ici, donc on voit bien apparaître là ce petit retard pur, on arrive en fait tout simplement à l'écrire sous la forme d'un produit de 2 premier ordre. Et ce produit de 2 premier ordre peut se mettre sous la fonction de transfert normalisée d'un second ordre, avec m, donc ce qu'on nomme l'amortissement. Alors cet amortissement, on va voir par la suite que dans notre cas, comme c'est un produit de premier ordre, ce produit de premier ordre, m vaut obligatoirement plus que 1, puisque je vous rappelle que x plus 1 au carré, ça fait 1 plus 2x plus x carré. Et 2x, vous voyez que c'est... si je fais mon équation ici, le 2x, en fait, ça fait que mon m, il est obligatoirement au moins égal à 1. Tout simplement. Donc c'est pour ça, dès que l'amortissement est supérieur ou égal à 1, on est capable de transformer cette écriture d'ordre 2, qu'on voit là en bas, en produit de 2 premier ordre. Tout simplement. Voilà, donc je propose maintenant de faire un petit calcul, donc un petit exercice d'application, où nous allons essayer d'identifier la valeur de grand T et de taux. Tout simplement. Alors, petite remarque quand même avant de faire cette identification, il y en a certains qui seront peut-être amenés à me dire, mais j'aurais pu identifier mon grand T ici, en disant c'est l'instant où je démarre, où démarre ma sortie. Le problème, c'est que ce n'est pas un démarrage instantané, en fait, c'est une pente qui monte, qui en arrondit. Alors on fait des approximations, mais c'est pas très net. En fait, c'est pas parfait. Vaut mieux utiliser ProIDA. Voilà. Alors à tout de suite pour le petit exercice.